Comment toi tu pourrais commencer à discuter tout ça et les catégories que tu pourrais faire ressortir en termes de backup? Je trouve que déjà le rôle de backup, c'est un rôle qui peut être compliqué dans le sens où quand on rentre sur le terrain, c'est pour apporter son écho rapidement. Et parfois, on peut avoir de la pression de peur de se faire sortir. C'est ce qui peut arriver, par exemple, pour les spécialistes. Et il y a aussi cette problématique, notamment pour les jeunes joueurs qui commencent, par exemple, sur le banc, qui ont la pression de ne pas faire d'erreur sous peine de se revoir benché. Mais après, globalement, je trouve qu'en termes de rôle, il y a vraiment deux types de remplaçants. Il y a ceux du coup qui sont des starters entre guillemets qui commencent pas, donc qui apportent quelque chose de supplémentaire à l'équipe. C'est juste qu'ils ne débutent pas les matchs, mais très souvent ces joueurs-là sont avec 4 autres joueurs qui composent les 5 majeurs pour les finir. Et aussi j'aurais l'autre catégorie où ce sont les joueurs entre guillemets qui sont pas assez bons pour débuter, qui ont toutes les qualités d'un starter, qui ont le même style de jeu qu'un titulaire NBA, mais qui sont pas assez bons pour starter. Donc du coup, ils commencent sur le banc et ils jouent peu ceux-là avec les titulaires. Oui. Alors déjà, première chose, effectivement, je m'excuse s'il y a des gens qui aiment bien qu'on parle strictement en français. Il y a peut-être des backups qui vont glisser par-ci par-là. Ah oui, c'est vrai. Il y a des fois, bon, il faut dire remplaçant bien sûr, mais il y a des fois il y a l'anglicisme qui va se glisser sans qu'on y fasse attention. Mais non, je te rejoins et c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses, mais moi tu vois, on parlait un peu en préparation de l'épisode, on se disait comment est-ce qu'on peut définir un peu tout ça. Je sais qu'il y a un critère qui ressort pour tout le monde, hein, qui paraît évident, c'est est-ce que tu démarres les matchs ou pas, hein, finalement. C'est un peu comme ça qu'est la définition très formelle, on va dire, de si t'es un remplaçant, c'est que tu ne démarres pas les matchs, hein, littéralement, par définition, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, il y a une autre notion, c'est aussi par rapport au minutage. Oui. Et je pense même que en termes pour moi, presque, c'est un critère plus important, le minutage, parce que en fait, il y a des titulaires qui démarrent et qui finalement ne jouent pas beaucoup. Coucou, le fameux titulaire à la Keith Bogans, hein, à l'époque. Le fameux Keith Bogans, toi tu connais bien sûr, oui, qui était titulaire pour 3 minutes en début de chaque mi-temps, qui ensuite ne jouait plus. Et puis à l'inverse, il y a aussi des gens qui sont entre guillemets remplaçants, mais qui sont au Hall of Fame. Et là, coucou Manu Ginobili, par exemple. Mais voilà, c'est vrai que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais en termes de définir un peu tout ça, c'est un peu comme la notion de poste, tu sais, où on se dit depuis quelques années, la notion de poste, elle a plus lieu d'être, c'est surtout en termes de rôle qu'il faut réfléchir. Là, j'ai un peu l'impression que c'est pareil, c'est titulaire ou pas titulaire, d'accord, mais c'est surtout en termes de minutage que c'est intéressant, en fait. Oui, effectivement, puisque tu as des remplaçants qui vont jouer énormément de minutes avec des titulaires. Là où tu as des remplaçants, si par exemple on prend l'exemple de TJ McConnell, c'est quelqu'un qui va pas jouer beaucoup avec Haliburton et qui va surtout être là pour donner une structure à la seconde unité, un environnement notamment avec cette notion de guard play. Bon, on y revient, hein, on y revient à cette notion de guard play qui peut être importante, notamment quand tu as beaucoup de finisseurs sur le banc, où ça va être plus difficile pour eux de prendre du rythme. Là où quand ils joueront du coup avec les titulaires et les ball handlers principaux, là où ils seront on va dire dans un certain confort quand ils joueront avec le remplaçant qui est là pour faciliter et qui n'est pas là pour scorer uniquement. Ouais. Et donc toi tes catégories que tu as commencé à nous exposer, c'est aussi lié au skill set et au minutage aussi. Donc tu nous disais c'est quoi exactement? C'est ceux qui ne sont pas assez forts pour être titulaires? C'est ça, ceux qui sont pas assez forts pour être titulaires, c'est-à-dire qu'ils ont la palette technique entre guillemets, où ils ont un jeu de titulaire. Si on prend par exemple les meneurs de jeu, on prend par exemple TJ McConnell, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences pour être un meneur de jeu classique et mener une équipe, sauf que ça ne peut pas être ton premier initiateur. Il est pas assez bon pour être ton premier initiateur parce qu'il a des manquements au niveau du scoring, au niveau de la gravité au cercle. Et même si c'est quelqu'un qui est très fort pour créer du jeu pour les autres, c'est pas un assez bon scoreur pour qu'il te génère en fait des avantages par sa simple présence sur le terrain, contrairement à quelqu'un comme Haliburton, par exemple, qui le remplace. Et pour moi, quand on prend par exemple au niveau des guards, enfin des gardes. Allez, on va essayer de garder les termes français, des gardes. Non, tu peux dire guard, hein, toi. C'est la touche Tom. Pour moi, il y en a de plusieurs types. Donc du coup, on a les meneurs traditionnels qui ne débutent pas. On a le scoreur un peu autonome, on va dire, le joueur un peu à la Jordan Clarkson. Oui, ce qui est une formulation intéressante, hein, et très positive, hein, je trouve, le scoreur autonome, plutôt que de dire le verre à moitié plein qui est le scoreur plutôt que les autres, quoi.
C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, ça, on peut saluer Benji, du coup, de Q-Basket, qui a employé cette formulation pour Jordan Clarkson, qui m'a bien fait rire dans leur dernier Beyond the Hoop. On va dire qu'il y a aussi au niveau des joueurs, les finisseurs. Donc, ça va être vraiment les joueurs qui sont là, qui sont là pour vraiment conclure. Hein. Donc, on peut avoir du Norman Powell. Ouais. Norman Powell, vraiment finisseur au maximum 2 dribbles, on attaque le cercle ou sinon un tir. Voilà, des gars comme ça. Et après, on aura plus du spécialiste offensif. Donc quelqu'un qui est là que pour l'attaque avec toutes les réserves qu'on peut avoir en défense. Et de l'autre côté, on a l'autre côté de la pièce où on a quelqu'un qui est là pour le spécialiste défensif, qui est là pour des missions. Et là, c'est plus ces types de joueurs-là qu'on peut potentiellement retrouver avec le 5 majeur dans certaines configurations. Par exemple, pour le spécialiste défensif, on aura peut-être potentiellement du Javon Carter, par exemple. Et le spécialiste offensif, on aura quelqu'un qui sera là simplement pour mettre des tirs, par exemple, comme Kobe Spurt. Oui, tout à fait. Oui, et puis donc là-dedans, tu commences un peu à faire des catégories, mais effectivement, il y a plein de profils différents. C'est-à-dire que on essaie de décrire des statuts très généraux. Donc le gros remplaçant et le petit remplaçant, peut-être, c'est un peu ce que tu dis aussi. Oui, mais au sein même de ces grosses catégories, il y a des profils différents aussi de comment faire ce travail-là, quoi. Donc c'est aussi ce qui est intéressant. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, en termes de catégories, j'en avais 3. Alors je pense que c'est un peu les mêmes que toi, mais j'en ai rajouté une en bonus en fait à la fin. Mais alors j'en avais une que j'ai appelée la Manu Zone, Manu Ginobili Zone. Oui. Et en fait, moi, j'ai aussi beaucoup lié ça alors, au skill set, mais aussi par rapport au temps de jeu, en fait, hein, comme je te disais. Oui. Moi, c'est ça aussi qui est un facteur assez important. Et donc, première catégorie, la catégorie Manu Ginobili. Pour moi, on est autour des 25 ou 30 minutes, voire même parfois un peu plus. Donc, le mec qui sort du banc, d'accord, mais il est autour de 30 minutes par match en moyenne, ce qui est un énorme temps de jeu. Et donc, ce qui est en fait plutôt une star qui sort du banc, ou en tout cas un joueur majeur ou important qui sort du banc. Donc, pour moi, c'est un peu cette première catégorie. Qui est pas totalement la catégorie où moi j'associe un peu au backup, la notion de remplaçant un peu plus générique, quoi, je veux dire. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie, non pas Manu Ginobili, mais la catégorie un peu le backup de carrière, donc un peu Derrick Favors, quoi, si on peut dire. Et donc là, j'associe plutôt un minutage autour des 20-25 minutes. Je pourrais détailler ensuite après. Et ensuite, j'ai une dernière qui est vraiment ce que j'appelle le utility player. Alors, pardon pour l'anglicisme, mais vraiment, voilà, je vois ce que tu veux dire. Le spécialiste. Voilà, on va dire. Le mec qui est là que pour sa spécialité. Donc, grosso modo, voilà un peu le spectre. Pour moi, des remplaçants entre le mec qui est en fait un vrai faux remplaçant, qui est en fait un joueur majeur, le joueur qui est vraiment le remplaçant de base, quoi. Voilà, entre 20-25 minutes de jeu qui remplace la star et qui fait son job. Et puis après, vraiment le spécialiste beaucoup plus anecdotique. Moi, c'est un peu ça que les 3 catégories que j'avais un peu mis en lumière. Et la dernière, utility player, qu'on peut appeler la Steve Novak. Exactement, the belt. D'ailleurs, oui, c'est un peu ça. C'est assez intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que si on reprend ta première catégorie, qu'on prend les joueurs qui sont potentiellement éligibles dans notre liste, il y a en fait que 5 joueurs en fait qui remplissent potentiellement ce critère-là. Si on peut les nommer, hein. Il y a Austin Reeves, il y a Jaime Raquez Jr., il y a Malik Monk, il y a Josh Richardson et il y a Walker Kessler qui sont tous au-dessus de ces à peu près 24-25 minutes par match voire 30 minutes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ils y arrivent pas de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, Austin Reeves, il sort littéralement du banc, même s'il a parfois quelques matchs où il est titulaire, parce qu'il y a pas mal de choses au niveau des Lakers, au niveau du starting five, ils sont en train de chercher pas mal de choses. Ouais. Là, il vient de revenir d'ailleurs. Il vient à peine de revenir dans le starting line-up. Ouais. Et là où tu vois, Jaime Raquez, il joue beaucoup de minutes. C'est le joueur du Heat qui a joué le plus de minutes au total cette saison. Et lui, il a beaucoup de minutes aussi parce que il est sur des postes où il y a eu pas mal d'absences. C'est ça, ouais. Voilà. Donc les minutes, la totalité de ses minutes est aussi gonflée par le fait qu'il a joué pas mal titulaire. Ouais. Non, mais c'est là-dessus où effectivement ça peut être un peu trompeur, hein, ce côté je sors du banc, certes, mais bon, comme dit, parfois tu peux être une star. Et c'est vrai que moi, c'est sur cette première catégorie, la Manu Ginobili zone. Pour moi, on est certes, le mec n'est pas titulaire, ok, mais on est tout de même sur ce profil-là, en général, sur des vrais créateurs de jeu, en fait. Oui, donc, clairement. Ce qui est un rôle important pour le coup. Alors création qui peut être d'ailleurs direct ou indirect. Il n'y a pas de
pas de souci là-dessus. Donc, par exemple, ça peut être Manu Ginobili qui prend en balle en main, donc création directe, mais ça peut être aussi d'autres créateurs de jeux un peu plus indirects. Et là, je pense à Duncan Robinson, tu vois, cette année, qui est là aussi, lui aussi, autour des 28 ou 30 minutes de jeu par match. Ouais. En tout cas, plus de 28, je crois, pour sûr. Mais voilà, pour dire un peu, dans cette catégorie, on met des Manu Ginobili, James Harden de Oklahoma City aussi, qui était vu comme soi-disant 6e homme. Bon, le mec était 3e meilleur joueur de l'équipe, voire 2e parfois. Des Jason Terry aussi, dans cette catégorie. Donc, toujours un Manu Ginobili remplaçant star autour des 28-30 minutes de jeu par match. Lou Williams aussi, qui était comme ça à l'époque. Jamal Crawford, bien sûr. Iguodala aussi, même. Iguodala, ouais. Iguodala, tout à fait. Lamar Odom, tu sais, à l'époque, qui était 6e homme de l'année, mais il était à 32 minutes par match. Bon, c'est un vrai faux titulaire, quoi. Clairement. Tim Hardaway Jr., d'ailleurs, cette année, était au niveau de ce minutage. Dans les récents aussi vainqueurs de 6e homme de l'année, on a du Malcolm Brogdon et du Tyler Hero, qui, là, pareil, en fait, pour moi, c'est des créateurs de jeu, donc qui ont un rôle et une importance assez grande. J.R. Smith aussi, l'année où il le gagne, il est à plus de 33 minutes de jeu par match. Bon, c'est pas... c'est pas un remplaçant, quoi. Voilà, c'est pas vraiment un remplaçant, quoi. Alors, ça l'est par le statut, mais voilà, c'est en gros, moi, cette catégorie, c'est des créateurs, donc avec un rôle important et un rôle principal, on va dire, surtout qui peuvent aussi, mine de rien, jouer des fins de match très régulièrement, ou jouer beaucoup, énormément de minutes sur un match, donc remplaçant en début de match, d'accord, mais en fait, ils finissent les matchs, donc ils sont assez importants. Oui. Et en vrai, ce sont des vrais faux titulaires. Donc c'est vrai que dans cette catégorie-là, tu vois, même cette année, on en a quelques-uns, tu en as cité un Austin Reeves, etc. Pour moi, je les considère pas vraiment comme des backups, un peu dans l'esprit de nos all backup team, en gros. Ok, je vois. Donc du coup, Malik Monk, tu le considères pas là-dedans? Malik Monk est à quoi? Il a 26 minutes par match, mais c'est un cas intéressant à discuter, ouais. Après, on peut en faire plusieurs, Tom, des all backup team. Clairement. On peut aussi, ouais. Et après j'avais donc la deuxième que j'avais, donc la Derrick Favors, c'est toujours pareil, hein, j'associe plutôt en termes de minutage, mais parce que le minutage est aussi la conséquence de ton skill set, donc voilà. Et pour moi, c'est un rôle un peu plus mineur. Et d'ailleurs, tiens, je voulais te poser la question. Pour moi, l'âge rentre aussi un peu en compte là-dedans, dans toutes ces catégories et même cette notion de remplaçant, de all backup team. J'ai un peu du mal, ou en tout cas, je les mets un peu à part, les jeunes, parce que ça se trouve, les jeunes, en fait, ils sont en pleine dynamique de progression et ils vont devenir titulaires un jour, quoi. Donc, tu vois, je différencierais presque les jeunes en début de carrière qui, pour l'instant, sont des backups, et des mecs qui, en fait, sont des backups de carrière, quoi. Des vétérans backups. Oui, je comprends très bien, effectivement. Puisque t'as, dans un certain écosystème NBA, tous les jeunes n'ont pas leur chance tout de suite. Et du coup, effectivement, et puis les joueurs qui arrivent, du coup, de la fac, on va leur demander, si, à part ce sont les grosses stars, hein, on va leur demander, du coup, de s'intégrer, un peu de fit ce qui se fait déjà et d'essayer de se développer dans ça, plutôt qu'être eux-mêmes et de jouer leur jeu, quoi. C'est plus rester dans le moule de l'équipe et avoir une petite partie libre, si jamais on fait bien les efforts en défense, plutôt que simplement être le joueur qu'on est, le joueur qu'on aspire à être. Oui, puis comme tu dis, hein, tu parlais de TJ McConnell, notamment, tu sais, en termes de skill set. En fait, McConnell, on connaît le joueur, c'est un produit fini. Donc, on sait que ça va coincer et qu'il y a un plafond. Notamment la taille, parce que, comme dit, hein, je suis obligé de le dire, hein, dans l'épisode de All Backup Team, hein, TJ McConnell, s'il faisait 6-8, pour moi, c'est un joueur All-NBA à potentiel. Voilà. Potentiellement, oui. Le problème, c'est qu'il fait pas du tout de 6-8, et que le skill set, il a la technique, etc., mais il n'a pas la taille, donc il y a un plafond. Alors que d'autres, tu vois, des joueurs qui sont peut-être des jeunes actuellement, qui sont autour des 20-25 minutes de jeu, avec ce même statut à peu près. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dans la liste, mais tu vois, Quickly, pour moi, on n'est pas sur le même cas que McConnell. Parce que McConnell, c'est un peu, on connaît le skill set, on connaît les limites, et il sera ça de toute façon, c'est un produit fini. Pour moi, Quickly, ça se trouve, il va exploser et il peut être autre chose, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu là-dessus où je fais une différenciation en termes d'âge et de où est-ce que tu en es dans ta carrière. C'est pas pareil d'être un remplaçant vétéran de carrière ou être un jeune qui, en fait, est dans une étape peut-être intermédiaire de sa carrière, en fait. Oui, clairement. D'ailleurs, Quickly, je l'ai pas considéré, tout simplement parce qu'en fait, il est parti à Toronto et il est désormais titulaire. Et je sais que il finira la saison titulaire. On a un peu le même cas, par exemple, pour un pivot pour Hartenstein, où malheureusement avec les blessures, tu vois, là c'est un remplaçant, mais on sait qu'il finira titulaire, donc lui je l'ai pas considéré. Mais c'est vrai que effectivement il y a une grosse différence du coup entre les backups de carrière avec ce fameux plafond de verre,
où même si on va dire que même si il arrive à franchir entre guillemets ce plafond de verre, encore une fois, hein, parfois le meilleur backup, ça reste le 30e titulaire, quoi. Donc c'est vrai que parfois on a Ouais, tendance ouais, à ouais. beaucoup romancer. J'ai en mémoire par exemple, je sais que toi et moi on est un petit peu plus bas. Enfin on apprécie les skill sets du joueur, mais on est un petit peu moins chaud sur ce joueur-là. Par exemple au Congo, qui Oui. par rapport à Capella, ce qu'il fait, c'est très bien ce qu'il fait par rapport à des remplacements, mais pour moi, c'est pas un top 20 pivot NBA. Ah non, 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 je pense pas encore. Mais après, Il comment peut le dire? devenir. Pour l'instant, de facto, on peut, je pense qu'on va pouvoir le classer et en discuter dans cette fameuse backup team, une de Oui, ces fameuses équipes de remplaçants, certes, mais tu vois, c'est pas pareil pour moi parce que pour l'instant, il y a un peu parce que on ne sait pas s'il va exploiter son potentiel. S'il y a encore dans 5 ou 6 ans, ce sera pas la même histoire, quoi. Ce sera parce qu'on sait qu'il est limité et que c'est comme ça, oui, quoi. oui, Donc c'est un peu, ouais, effectivement, la différence. Mais oui, c'est bon. Après, c'est une catégorie que moi je fais, enfin une différenciation sur l'âge, mais après, bon, si le mec est à tel rôle avec tel minutage, je mets là-dedans, quoi. Et puis d'ailleurs, autre point que j'avais noté, donc comme dit, hein, catégorie 1, c'est la Manu Ginobili, la 2, c'est la Derek Favors, donc 20-25 minutes de jeu par match, le vrai remplaçant, on va dire. Et j'avais noté aussi que dans cette catégorie, pour moi, et je voulais avoir ton avis, pour moi, il y a aussi un avantage qui doit venir du profil aussi, dans le sens où ça doit être quelqu'un de suffisamment complet, bien sûr, pour pas être juste un joueur anecdotique, mais surtout, là où ça peut être intéressant, c'est si ton backup a un profil un peu différent oui, de ton titulaire. Et oui, ça peut apporter des choses très différentes, en fait. oui. Ben, c'est par exemple, tu vois, le cas de Malik Monk, où il y a Malik Monk, en fait, il me fait un peu penser à ce qu'on avait, par exemple, avec Jordan Poole, il y a à peu près 2 ans quand il était aux Warriors. Désolé d'en parler de cette façon, mais en fait, Ça fait si tu mal. veux, dans le sens où Jordan Poole, c'est quelqu'un qui pouvait remplacer le skill set de Stephen Curry avec de gros guillemets et aussi celui de Klay Thompson. Donc du coup, il t'offrait une vraie Polyvalence, ouais. polyvalence, Ouais. voilà, une vraie polyvalence dans le sens où il pouvait être le facsimile de l'un ou de l'autre en fonction de qui était sur le terrain avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui a une très grosse valeur puisque tu peux du coup adapter et tester des combinaisons qui normalement ne pourraient pas être possibles vu que tu as un des titulaires qui n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, notamment avec Malik Monk, puisque Malik Monk, c'est quelqu'un qui est capable de jouer avec Fox, qui est quelqu'un qui est capable de jouer aussi avec Huerter, et qui a même des automatismes très bons avec Domantas Sabonis, quoi. Donc, il est capable Oui, de jouer avec un des deux, et il est capable aussi de jouer sans les deux. oui, tout à fait. Mais c'est là-dessus où parfois on parle de la force de cette équipe, c'est aussi la flexibilité selon certains line-up. Tu vois, je parle Oui, notamment Jake Crowder. Pourquoi j'aime bien Jake oui, Crowder au Bucks, c'est parce que tu peux jouer avec les deux gros qui sont Brook Lopez et Giannis, évidemment, les schémas d'avant Adrian Griffin, hein. Mais maintenant on verra. Enfin voilà. Bref, Adrian Griffin est parti, maintenant on verra Doc Rivers, mais non bref, mais t'as un peu le plan A. Et après, tu as aussi le plan B et qui vient aussi du fait que ton backup a justement un profil différent. Jake Crowder, tu peux le faire entrer, c'est pas une star, il va être à 20-25 minutes de jeu maximum ou en moyenne, mais sauf que ça, selon certains match-ups, bah, peut-être qu'il va manger plus de temps de jeu sur Brook Lopez parce que bah, tu auras besoin de plus de spacing ou tu auras besoin de oui, certains line-up en small ball ou en switch. Donc, tu vois, ça paraît un peu des rôles un peu mineurs et ça l'est. Mais il y a certains cas comme ça où je trouve que la force d'un de tes backups comme ça, qui n'est pas un backup star, hein, qui n'est pas Manu Ginobili ou James Harden ou Lou Williams, etc., mais de ces vrais backups, entre guillemets, remplaçants, une des forces, c'est aussi cette diversité de profil, parce que ça peut être un point clé en termes de à quel point tu es capable de déployer des stratégies, des tactiques et des systèmes différents, offensivement ou défensivement. Et c'est là-dessus aussi où, tu vois, souvent, il y a un peu cette idée reçue que, bah tiens, j'ai tel joueur titulaire, il faut que je trouve sa version 2.0 quoi, pour mon oui. remplaçant. Alors qu'en fait, pas tellement, quoi. Peut-être, parfois, c'est aussi même intéressant d'avoir une version qui est peut-être tout aussi forte, mais en faisant des choses aussi différentes. Oui, clairement. D'ailleurs, on a ce cas-là pour là, on a parlé du coup au niveau de la ligne arrière, mais on peut avoir ces cas-là, par exemple, au niveau des intérieurs, avec par exemple des joueurs comme par exemple Nasrid et Kevin Exactement. Love, Ouais. qui sont totalement différents enfin, qui sont un peu différents des pivots titulaires et des intérieurs titulaires, mais qui peuvent jouer avec eux et qui peuvent jouer avec un des deux joueurs qui est sur le front de courte, peu importe lequel, et qui peuvent jouer aussi sans les deux. Ouais.
Exactement. Je pensais tout à fait à Nasrid, ouais, qui est peut-être le meilleur exemple actuellement. Ouais. Et on pourrait potentiellement rajouter Kelly Olynyk, même si il y a Kelly Olynyk qui joue peu pivot seul, puisqu'il y a souvent Walker Kessler désormais, mais c'est vrai qu'il pourrait jouer aussi avec Markkanen. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que Nasrid a bien ce côté où en fait il a un skill set qui est très différent et de Rudy Gobert et de Karl Anthony Towns, ce qui fait que tu peux te combiner avec les deux. Donc finalement il y a une polyvalence qui apporte une valeur structurelle en fait, parce que comme dit, hein, selon certains match-ups, comme Jay Crowder, si tu le fais jouer en poste 4 ou ce genre de trucs en fait. Donc ouais, c'est assez intéressant. Donc pour moi c'est aussi un des points que je vais regarder aussi, le côté à quel point est-ce que tu peux apporter de la diversité dans ton profil ou pas en tant que remplaçant. Et c'est vrai que pour moi, on est sur donc une catégorie de joueurs, hein, cette deuxième catégorie qui n'est pas primordiale, mais qui n'est pas non plus anecdotique. Et donc, j'enchaîne avec ma troisième catégorie, rapidement, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est les fameux utility players, en fait, que j'ai nommé comme ça, qui, en fait, là, on est vraiment sur du spécialiste. C'est ce que tu décrivais aussi. Donc là, en termes de minutage, moi, j'ai vu quand même une corrélation autour de 15 minutes ou moins en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a certains matchs, ils vont pouvoir sortir un peu, mais la majorité des matchs, pas forcément. Et d'ailleurs, ils jouent pas forcément tous les matchs. Un peu le Steve Novak, d'ailleurs. Donc le petit minutage, l'ultra spécialiste. Et là où le Manu Ginobili type, ou en tout cas le créateur de jeu type, le remplaçant star, il est quand même assez complet. Et il a un rôle important qui est la création. La catégorie 2 des backups un peu classiques, 20-25 minutes de jeu, pour moi, c'est le joueur relativement complet pour, mine de rien, pouvoir jouer pas mal. Pour moi, cette catégorie 3, c'est le spécialiste qui, en fait, n'est peut-être pas viable du tout sur de longues séquences. Oui, c'est du 15-20 minutes où il y a forcément, il y a des faiblesses, en fait, qui rattrapent le joueur. Et du coup, il va, peut-être pour la saison régulière, il va pouvoir, du coup, jouer quelques minutes. Mais ensuite, il pourra potentiellement être vite dépassé. Par exemple, si on peut prendre des exemples concrets, hein, un gars comme par exemple Matisse Thybulle, ou Oui. voilà, des joueurs comme ça, ou potentiellement Isaiah Joe, même si il y a un petit peu, même si Isaiah Joe, j'aime bien la défense. C'est pas un stopper, mais voilà, c'est pas quelqu'un de totalement éthique, mais voilà, c'est le type de joueur, par exemple, les Grayson Allen, des joueurs comme ça, même si lui il est titulaire cette saison. Tu vois, Isaiah Joe, je le mettrais pas dans cette catégorie d'ultra spécialiste. Oui. Moi, je le mettrais quand même plutôt catégorie 2 middle, quoi. Oui, je te rejoins, parce qu'il y a quand même un peu de défense. Ouais, et puis Il y a quand même un peu de défense et c'est solide. C'est ça, ouais. Je mettrais plutôt Bryn Forbes, tu vois, dans cette catégorie spécialiste. Oui. Bryn Forbes, Steve Novak. C'est ça, ouais. J'avais noté shooter, on a Steve Novak, Bryn Forbes, donc. Et pour toi, j'avais noté aussi Troy Daniels. Troy Daniels avec la flamme. Évidemment. Non, mais il y a un peu ce côté spécialiste shooter, donc qui est pas forcément viable défensivement ou sur des gros temps de jeu. T'as le pivot, hein, notamment pivot défensif, hein, Cole Aldrich à l'époque, ou le Quincy Acey à l'époque aussi. Ou alors tu es le meneur au point d'attaque, mais très là aussi spécialisé défensif, mais qui du coup offensivement te pénalise. Et donc là, ben, voilà, des Davion Mitchell, des Javon Carter, à l'époque des Semi Ojeleye aussi, hein, plutôt sur l'aile, mais voilà, le vrai spécialiste défensif qui en fait va avoir des temps de jeu là encore de moins de 15 minutes en moyenne parce qu'en fait c'est difficile de le faire jouer tout le temps en attaque tellement il te handicape en fait. Ça va être un joueur de rôle et qui va avoir ses minutes fluctuer vraiment en fonction du match-up et de la situation du match, quoi. Il y a des matchs où ils vont pas jouer beaucoup, mais il y a des matchs où ils seront très importants parce qu'il y aura quelqu'un à stopper en face. Enfin, à limiter. On va pas dire stopper, à limiter. Oui, c'est un peu ça. Tu vois, du Josh Okogie, des gars comme ça, quoi. Et après, toujours pareil, hein. Alors, plus on baisse dans la catégorie, plus l'événement est rare et peu probable. Mais il y a des fois, une série de playoffs, ça se joue aussi à un ou deux bons match-up, et est-ce que tu as les bonnes armes pour y répondre? Tu vois, par exemple, Davion Mitchell. Pour moi, Davion Mitchell n'est pas un joueur NBA viable sur un gros temps de jeu. Bon, voilà, les Kings ont failli battre les Warriors aussi l'an dernier parce que la défense de Davion Mitchell sur Stephen Curry, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, c'est pas tout le temps. Et cette catégorie 3 des utility players, des joueurs un peu anecdotiques, très typés rôle précis, spécialistes, on peut dire. Il y a aussi des fois où si tu l'as la bonne fois, tu le sors de la boîte la bonne fois, ça peut être utile, quoi. Mais ça peut marcher, ouais. Ça peut marcher. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas noté, je sais pas, énumérer certains exemples de la catégorie 2, tu sais,
les backups, les remplaçants un peu 20-25 minutes, un peu en carrière comme ça. Bon, Derek Favors, hein, c'est un peu l'exemple type pour moi, parce que lui-même, j'avais l'impression qu'il voulait faire cette carrière-là, quoi. Être titulaire, ça l'intéressait pas. Je pense qu'on peut mettre aussi des Taj Gibson, des Brandon Bass, tu vois, dans cette catégorie. Oui, clairement, ouais. Un peu plus à l'extérieur, des Terrence Ross, Landry Shamet, Lukemba Amoute aussi, tu vois, mine de rien. Le classique. Eh ben oui, évidemment. Le classique, Lukemba Amoute, le Jeff Green oui, tout à fait, minimum. Le Jeff Green au minimum. Exactement. Jeff Green. Après, toute une flopée aussi de les meneurs un peu gestionnaires, tu sais, les DJ Augustine, TJ McConnell, Luke Ridnour, Beno Udry aussi à l'époque, Monte Morris. Pour moi, tout cela, c'est pareil, hein, comme tu dis avec TJ McConnell, c'est-à-dire skill set limité, quoi. Voilà, c'est ça. Ou tu sais que voilà, ce sont des joueurs qui pourront avoir un rôle à un certain moment donné dans le jeu, mais qui si tu as besoin de ces joueurs-là pour gagner une série de playoffs, tu es très mal barré. C'est ça. Et en même temps, tu dois pas compter que sur eux. Mais pour moi, souvent, les meilleures équipes sont celles qui ont le plus de profondeur. Oui. Et en général, ça vient piocher là-dedans. C'est-à-dire, combien de joueurs de cette catégorie de 20-25 minutes par match tu as dans l'effectif, quoi. Tu vois, Denver, pour moi, c'était ça. Pour moi, Denver, ils avaient un des plus grands nombres de NBA l'an dernier, un des plus grands nombres de joueurs qui étaient capables de jouer 20 minutes en playoff, quoi. Et qu'il y a des équipes, on a vu, ça manquait, quoi. Après Denver, je trouve que c'est particulier parce que Denver forçait les adversaires à s'affaiblir d'un côté du terrain pour permettre à d'autres joueurs qui pourraient pas jouer normalement de jouer, tu vois. Parce que pour défendre Denver, tu étais obligé de compromettre ton attaque parce que Denver trouvait des solutions assez facilement avec Nikola Jokic, enfin assez facilement. Il est pas mal alors ce Nikola Jokic au final. Le petit Serbe qui a toujours les griffures à l'épaule. Il est vraiment pas mal ce joueur. Après tu vois, pareil pour les Warriors 2022, je me faisais la réflexion aussi, c'était une des équipes les plus profondes de cette année-là, quoi, tu vois. Clairement. Bon, on passe Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ok. Ensuite, t'avais Wiggins, Jordan Poole, Otto Porter, Kevin Looney, Damian Lee, Iguodala, Gary Payton, Bjelica aussi. Et même Moody qui a joué. Moses Moody, ouais, tout à fait, pendant les playoffs. Mais que des joueurs qui pouvaient avoir un certain minutage assez important en playoff, quoi, tu vois. C'était pas que des petits spécialistes, si on peut dire. Mais après, ce qu'on n'a pas dit aussi, mais on peut conclure cette catégorisation des remplaçants comme ça, mais c'est toujours un peu bizarre, et pour parler un peu du 6e homme de l'année, on en discutait un peu en antenne, mais c'est toujours ce truc avec les backups et les 6e hommes de l'année, c'est que il faut se rendre compte, hein, en NBA, il y a 30 équipes. Grosso modo, si on dit que les 30 équipes ont 5 titulaires qui sont les 5 meilleurs joueurs sur le terrain, vous faites le calcul, ça fait quand même 150 titulaires NBA. Donc le 6e homme, en gros, c'est quoi? C'est le 151e meilleur joueur de NBA, c'est ça, Tom? C'est ça. Ou peut-être il doit être aux alentours de peut-être 115, 120. Après, encore une fois, ça dépend des joueurs qui sont dans la catégorie, tu vois, Ginobili. Les joueurs qui sont dans la catégorie un peu du Ginobili, ils sont dans d'autres stratosphères et parfois on aimerait bien les voir dans d'autres rôles qu'ils aient potentiellement leur propre équipe pour pouvoir les juger et avoir un peu une valeur étalon par rapport aux joueurs élites. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, t'as rarement des remplaçants qui sont dans le top 80. Tu vois, peut-être ton premier remplaçant, il va peut-être être dans le top 60. Et encore. Ouais. Enfin, il va être en dehors du top 60 et encore. Pour les très très forts, quoi. Ouais. Ou sinon, ce sont des Hall of Fame. Non, mais effectivement, je faisais exprès un peu de dire ça. Alors, oui, il y a un peu ce truc. C'est qui? C'est Jonathan Sharks, hein, tu disais, qui en parlait à l'époque. Jonathan Sharks. Ouais, qui disait Jonathan Sharks, de The Ringer. Qui disait que, littéralement, que c'est assez bizarre, en fait, le trophée de 6e homme de l'année parce qu'il récompense un joueur qui n'est pas assez bon pour débuter. C'est ça. Alors, en un sens, je suis d'accord. En un sens, je suis aussi pas complètement d'accord parce que, en fait, de facto, comme dit, en fait, on vient souvent piocher dans cette catégorie la catégorie Manu Ginobili. Alors, ils sont pas tous aussi forts que Ginobili. Et Ginobili, c'est un Hall of Famer qui sortait du banc. Mais voilà, souvent, hein, je te fais les derniers vainqueurs. Malcolm Brogdon, l'an dernier à Boston, c'est un vrai faux titulaire pour moi. C'est pas vraiment un catégorie backup 20 minutes par match, quoi, tu vois. Tyler Herro, avant ça, Clarkson, Lou Williams, Montrezl Harrell, Eric Gordon. Tu sais que Eric Gordon, en 2017 aux Rockets, en fait, il sort du banc. Mais bon,
Oui, c'est pareil. Il devait être à plus de 30 ou 32 minutes par match. Exact. J.R. Smith, je te l'ai dit, plus de 33 minutes par match aux Knicks. James Harden 2012, bon ben voilà, lui il était carrément en top 30 NBA déjà à l'époque. Lamar Odom, pareil, plus de 30 minutes par match aux Lakers. Enfin bref. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.